Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire sur le confort d'été sans clim. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Khadija Mamou, architecte, maître assistante à l'École nationale supérieure de Montpellier et sociologue. Elle présentera l'étude Perfilmind 2 qui rapporte l'écart qu'il existe entre l'inconfort d'été mesuré objectivement, donc la température, et la perception qu'en ont les habitants et le comportement qui en découle. Ce regard sociologique permettra de proposer des pistes de gestion active du bâtiment afin que chaque usager devienne acteur de son propre confort. Ensuite, il y aura Christina Cosma, architecte et formatrice en conception bioclimatique, qui offrira une expérience d'architecte pour concevoir avec frugalité un confort d'été passif, et Sylvie Feugat, directrice d'Envirobat Grand Est Arcadel-Queue. Elle présentera quelques projets de rénovation en Grand Est, ce qui a bien marché, ce qui pourra être amélioré d'un point de vue du confort d'été. Et nous vous proposerons des solutions concrètes à mettre en œuvre dès demain dans votre projet, par la conception et la sensibilisation de la maîtrise d'usage. Et je me présente, Maureen Queberlé, chargée de mission, formation et bâtiments durables dans l'association Envirobat Grand Est Arcadel-Queue. Et je vais vous proposer une courte introduction. Donc, Envirobat Grand Est est un centre de ressources pour l'aménagement et le bâtiment durable, et il est aussi organisme de formation. Notre mission est de contribuer au développement soutenable de notre société en accompagnant la montée en compétences des professionnels de ce secteur. Nous faisons la promotion du bâtiment et de l'aménagement durable, nous favorisons le travail ensemble et mettons à disposition un centre de ressources. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre site qui regroupe de nombreuses informations. Et si ce n'est pas encore le cas, à suivre nos newsletters. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Et je vous transmettrai les contacts des différentes antennes qui se répartissent sur l'ensemble du Grand Est. Nous faisons partie aussi du réseau Bâtiments durables qui regroupe 23 centres de ressources et clusters régionaux et nationaux. Donc c'est vraiment à l'échelle nationale, l'ensemble des centres de ressources. Ce webinaire se fait dans le cadre du projet Life Adapt Test. Ce nouveau projet mobilise un financement de l'Union européenne et Envirobat Grand Est Arcadel-Queue et Envirobat Grand Est Énergie-Vie.pro font partie de ses partenaires et ils travailleront aux côtés de la région et du CEREMA du Grand Est sur l'adaptation des bâtiments aux risques climatiques à partir de cette année et jusqu'en 2034. Notre objectif est d'accélérer l'adaptation des bâtiments aux risques climatiques en expérimentant, capitalisant et en faisant monter en compétence les acteurs du bâtiment. Différentes actions sont menées. Un appel à expérimenter sur la prévention des risques climatiques dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments, le développement d'outils pour les professionnels par acte, pose de fenêtres, rénovation de toitures, ITE, etc. La diffusion de connaissances via des publications techniques, le développement d'une fresque des risques climatiques, bâtiments et aménagements. On a aussi l'intégration des risques climatiques dans des outils déjà existants, l'organisation d'événements comme celui-ci, et la sensibilisation, formation d'organismes relais. On a aussi la création de formations sur les risques climatiques. Donc la première session aura lieu en novembre-décembre de cette année. Et enfin, la réalisation de maquettes pédagogiques. Alors, comment concevoir et utiliser des bâtiments pour rester au frais? Nos objectifs lors de ce webinaire est de montrer que le confort d'été peut être obtenu en limitant le recours à la climatisation, grâce notamment à la conception du bâtiment et à la transmission d'une culture du confort d'été auprès des usagers. Alors pourquoi la question du confort d'été? Nous faisons face à une multiplication des vagues de chaleur sur les 51 vagues de chaleur recensées depuis 1947, les 2 tiers ont lieu après 2000. Donc on observe une grande augmentation en fait des périodes de vagues de chaleur. En Grand Est, les conséquences du changement climatique existent déjà. On a des inondations, des feux de forêt, aussi des cours d'eau à sec. Et les projections d'évolution du climat annoncent au milieu du siècle une augmentation des températures moyennes de 1,7 degrés, plus 22 jours de vagues de chaleur et plus 21 jours
de journées estivales, donc avec une température maximale supérieure à 25 degrés. La chaleur a un effet immédiat sur l'organisme. Dès les premières augmentations de température, donc on a le corps qui est exposé à la chaleur et le corps humain active des mécanismes de thermorégulation qui lui permettent de compenser l'augmentation de cette température. Il peut arriver que ces mécanismes de thermorégulation soient débordés. Donc crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, etc. Au stress thermique s'ajoute la pollution atmosphérique, troubles respiratoires, allergies, maladies cardiovasculaires, etc. Et ces vagues de chaleur ont aussi des répercussions sur la santé mentale et surtout peuvent entraîner des décès prématurés. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et la population est vieillissante. Lors de ces vagues de chaleur, les entreprises du BTP sont d'autant plus exposées. Il est possible d'adapter les horaires de travail, mais ça ne suffit pas toujours. Et depuis 2025, un décret existe pour mieux encadrer le travail en période de forte chaleur. Il permet notamment aux travailleurs du BTP de bénéficier du chômage technique. C'est la caisse de congé intempéries du BTP, CIBTP. Il faut accepter que le chantier ralentisse malgré la pression économique et temporelle, pour préserver des vies. Puis des pénalités de retard. Alors, quel est le coût des vagues de chaleur pour l'activité économique à l'échelle de la France? Chaque journée au-delà de 32 degrés, c'est 50% de productivité en moins. En termes de soins, Santé publique France parle de 25 milliards d'euros supplémentaires entre 2015 et 2020. D'après la BCE, Banque centrale européenne, sur 2025, les fortes chaleurs ont coûté 10 milliards d'euros en France. Et n'oublions pas les boucles de rétroaction positive entraînées par les vagues de chaleur. Donc retrait gonflement d'argile, pénurie d'eau et incendie. Il y a bien d'autres conséquences sur la biodiversité, l'agriculture, la sylviculture et le transport. Le secteur de l'électricité, notre mix énergétique repose sur le nucléaire, mais une eau de refroidissement trop chaude entraîne un besoin de réduire la puissance des réacteurs et donc leur production. Coupler ça à la hausse de demande de climatisation entraîne une tension sur le réseau. Et donc la climatisation réversible est en fait une pompe à chaleur de type RR. Les PAC sont aujourd'hui considérées comme une technologie centrale de la transition énergétique, notamment parce qu'elles réduisent les émissions de carbone pour les besoins de chauffage. Et pour information, il existe des PAC non réversibles, donc sans fonction climatisation, et celles-ci permettent d'obtenir un meilleur DPE. Donc ça peut être utile. Différentes problématiques se dégagent lorsqu'on utilise la PAC pour son usage estival. On a notamment une uniformisation de la solution qui entraînerait un risque de surcharge des réseaux électriques, donc ça j'en ai déjà parlé. En mode climatisation, une PAC ne fait pas disparaître la chaleur, elle extrait la chaleur du logement, elle la rejette à l'extérieur, et elle ajoute également la chaleur produite par son propre compresseur. Ainsi, chaque kilowattheure électrique consommé finit également sous forme de chaleur dans l'environnement et contribue aux îlots de chaleur urbains. Et les premiers climatiseurs utilisaient des CFC, puis ensuite des HCFC, donc qui étaient responsables de la destruction de l'ozone stratosphérique. Aujourd'hui, ces fluides sont largement interdits en Europe, heureusement, et maintenant on utilise des HFC, qui impactent moins la couche d'ozone, mais qui restent des puissants gaz à effet de serre. Et il faut le prendre en compte. Notamment, c'est très important lorsqu'il y a des fuites. Et que ce soit en été ou en hiver, une climatisation peut produire des nuisances sonores. La clim est parfois nécessaire, mais ce qu'on veut transmettre aujourd'hui, c'est que réduire son usage ou sa mise en place est possible. Et donc, on va vous proposer quelques pistes de réflexion. Alors, d'où on part? Donc, il y a 5 ans, l'ADEME a soumis au départ 4 chemins, présentant de manière volontairement contrastée des options économiques, techniques et de société pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ils empruntent des voies distinctes et correspondent à des choix de société très différents. En réalité, ces chemins se superposeront sûrement. Il n'y a pas de solution unique, mais de solutions parfois plus sobres et plus efficaces, comme le scénario 1, génération frugale, et 2, coopération territoriale.
Tout miser sur la PAC reviendrait à suivre les scénarios 3 et 4. Alors aujourd'hui, nous allons plutôt parler de frugalité. Et qu'est-ce que la frugalité? Donc c'est atteindre le confort avec le minimum de ressources. Elle repose donc sur la conception bioclimatique, des solutions passives avant les équipements techniques, une adaptation raisonnable des attentes de confort, et avec pour principe éviter la chaleur avant de chercher à refroidir. Alors que nous discutons aujourd'hui des moyens pour adapter, je tiens à rappeler qu'il est surtout possible de réduire nos émissions et donc notre vulnérabilité. Le système assurantiel montre des signes de dislocation dès plus 3 degrés et les spécialistes anticipent un effondrement complet de notre modèle assurantiel avant d'atteindre plus 4. La France a officiellement adopté la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, donc la TRAC. Donc elle est inscrite au Code de l'environnement depuis le 26 février 2026. Son objectif est de préparer le pays au réchauffement à plus 4 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce choix en soi n'est pas une renonciation à la lutte contre les émissions, mais un constat réaliste. Donc les bouleversements sont déjà inévitables et il faut adapter les infrastructures et les règles en conséquence. Il existe énormément de combinaisons d'actions: énergie renouvelable, sobriété, captation carbone, reforestation, réhabilitation, qu'importe, permettant de limiter le réchauffement à plus 1,5. Le problème n'est pas technique, mais un choix d'orientation de société. Éviter 4 degrés est encore possible, mais cela exige une accélération immédiate et massive des réductions d'émissions. Et donc, je laisse la parole à Khedija Mamou. Bon, bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est jamais évident d'intervenir dans un webinaire voilà, où on ne voit pas les visages, on ne voit pas, on ne voit pas les réactions en direct, voilà, des personnes à qui on tente pour autant de s'adresser. Bon, je joue le jeu en essayant de partager avec vous aujourd'hui en 30 minutes maximum quelques éléments qui touchent à des questions de confort d'été. Alors, j'ai mis le thermique entre parenthèses. Vous verrez au fur et à mesure de mon propos que cette parenthèse est certainement nécessaire. Ce qui m'importe, c'est plutôt de dégager des éléments de compréhension et des pistes éventuellement opérationnelles autour du confort d'été. Évidemment, en entrant principalement par la question thermique, puisque nous sommes en contexte de réchauffement climatique. Et la commande qui m'a été passée, entre guillemets, était celle d'essayer de vous apporter quelques éléments autour de la gestion, potentiellement active, de la part des habitants usagers dans leur habitat, voire même dans les bureaux, puisque j'ai eu l'occasion de travailler aussi sur des bâtiments de bureaux. Voilà, on peut passer Merci. Alors, préalablement, quelques tout petits éléments un peu de contexte pour dire comment j'arrive sur ces questions, à quel moment et comment je m'empare de ces questions de confort d'été. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est donc ce qu'on entend tous, réchauffement climatique. Donc ça, voilà, Maureen vient de poser encore voilà ce contexte. Et j'entends transition nécessaire, on doit consommer moins, on doit polluer moins. Je fais très vite, je fais caricatural. Et un des freins qui semble présenter à ces transitions nécessaires autour de la réduction des consommations et la réduction des pollutions tiendrait au comportement des occupants. Voilà. Donc moi, je débarque comme ça, architecte et sociologue de formation, et invitée par des ingénieurs qui, eux, travaillent sur ces questions thermiques et ces questions de confort, principalement d'hiver, puisqu'on était plutôt sur l'hiver, qui était une préoccupation. Et depuis une dizaine d'années à peu près, le confort d'été nous préoccupe tous. Et donc, ces ingénieurs, pour le dire vite, me sollicitent voilà, en ayant un peu
quelque part un cahier des charges qui était celui d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie réellement que les occupants, a priori, n'aient pas les bons comportements pour contribuer à consommer moins, à polluer moins. On peut passer la slide suivante. Merci. Donc, avec ces ingénieurs qui sont, pour la plupart, travaillent dans la SCOP Enertech, qui sont thermiciens, spécialisés en thermique, on mène depuis maintenant 7 ans régulièrement des recherches-actions et des études pour essayer d'y voir plus clair et pour aider de façon opérationnelle dans ces transitions. Donc, en gros, là, je vous ai mis les éléments un peu clés qui regroupent ces différents travaux. Donc, qui s'intéressent au confort d'été pour tous. Pour certains, à la ventilation naturelle nocturne. Certains ont concerné des bureaux, d'autres des logements individuels ou collectifs, des constructions neuves, rénovations. Et peut-être ce qui est aussi intéressant et important à poser aujourd'hui, on s'est intéressé à des bâtiments de bureaux ou des habitats, je parle très peu de logements, équipés ou non de systèmes clim. Voilà. Parfois pas du tout, et plutôt des bâtiments passifs, et parfois tout équipé. On peut passer. Je vais vite parce que j'ai beaucoup de slides. Donc là, je vous ai mis vraiment très rapidement les deux premières études, enfin 2 premières études, pas les 2 premières, qui vont permettre de poser une série de résultats avant de vous présenter la recherche Perfing Mind 2 sur laquelle je passerai plus de temps. Donc cette étude a concerné, comme le titre l'indique, le confort d'été dans l'habitat après rénovation. Donc il a concerné plusieurs logements individuels, collectifs social. On peut passer, on va passer assez vite sur ces slides. Et une autre étude menée à l'été 2022 a concerné, elle, la ventilation naturelle nocturne dans des bâtiments de bureaux dits performants. Voilà, on peut passer. Merci beaucoup. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est la volonté de la part de notre groupe, je vais dire ça comme ça, de mener systématiquement des enquêtes croisées qui essaient de mettre en vis-à-vis les données objectives, comme le disait Maureen tout à l'heure, plutôt par instrumentation, les températures, mais pas que, on verra, et des enquêtes de terrain plutôt qualitatives. Donc, c'est systématiquement des recherches, actions, études qu'on a menées conjointement entre ingénieurs et moi-même, architecte sociologue. On peut passer. Donc, en gros, alors pas en gros, la méthodologie pour les 2 études, là, les recherches voilà, posées, présentées très vite là, ont consisté à donc, des mesures par instrumentation, donc principalement des mesures thermo-hygrométriques, les températures, des sondes CO2 et des contacts de feuillure, donc des feuilluromètres qui nous ont permis, notamment dans le cadre de l'étude sur la ventilation naturelle nocturne des bureaux, de mesurer à quel moment les occupants ouvrent et ferment les fenêtres en battant ou en oscillo-battant. Et on a aussi fait remplir des frises d'occupation qui nous ont permis de mieux corréler les mesures par instrumentation, température CO2, avec les présences effectives de personnes dans les bureaux. On peut passer. Donc, l'enquête de terrain, donc là, elle est assez classique, c'est systématiquement des entretiens qu'on mène, des entretiens plutôt semi-directifs qui, en gros, laissent parler les personnes interviewées, orientent le moins possible, avec pour objectif de comprendre principalement comment les gens pratiquent au quotidien leurs espaces, que ce soit leur habitat ou les bureaux. Et quand cela est possible, on mène en plus des observations de terrain. Donc, dans l'étude sur les bureaux, ventilation naturelle nocturne dans les bureaux performants, on a mis en place une méthodologie d'enquête en 3 temps, donc observation, entretien individuel, pour comprendre comment chacun gère au niveau individuel et collectif dans les bureaux le confort et les inconforts d'été.
Et on a essayé de dépasser le niveau compréhension pour inviter les habitants de ces bureaux. Moi, je parle d'habitants puisqu'ils y sont quotidiennement, ils les habitent. On a invité les habitants de ces bureaux, dans le cadre de réunions collectives et de réunions collectives bilan, à mettre en place des choses individuellement et collectivement pour améliorer le confort et pour, j'allais dire surtout, enfin aussi, réduire les consommations énergétiques. On peut passer. Merci. Donc, on a quelques premiers résultats issus de ces 2 études, recherche et d'autres, hein, voilà, que je n'ai pas voulu là poser pour essayer de respecter le temps, le timing. Donc, peut-être un premier grand résultat qui peut paraître assez basique, enfin, de mon point de vue d'architecte sociologue, c'est un résultat qui est assez classique en fait, qui est qui s'intéresse ou qui constate qu'il y a systématiquement des écarts systématiquement et que ça, c'est la règle, c'est la norme en fait. Donc des écarts qu'on a pu constater par le biais des enquêtes de terrain. Donc entre la conception, rénovation et la réalisation, donc il y a toujours des écarts. Parfois, c'était même assez impressionnant de voir voilà, à quel point dans la rénovation, ceux qui mettaient en place la rénovation pensaient, disaient qu'ils l'avaient mise en place, déployée de telle et telle manière, et dans les faits, elle n'était pas conçue du tout de cette manière. Je pourrais développer si certains aspects vous intéressent. On constate assez systématiquement des écarts entre les installations techniques, telles qu'elles sont posées, telles qu'on leur donne potentiellement des possibilités, des capacités, une performance, etc. Et la réalité, c'est-à-dire l'opérationnalité technique, il y a toujours des écarts et des décalages, parfois très très grands. On a même vu dans certains cas des dispositifs techniques installés à moitié. Et les habitants dans les bureaux ou même dans les logements, pensant que les dispositifs fonctionnaient et en fait, il manquait parfois une pièce, parfois dans les bureaux, certains éléments n'étaient pas branchés, etc., etc. Voilà, je vais assez vite, je pourrais développer au besoin. Et les écarts entre les usages comportements projetés et les pratiques habitantes réelles. On peut passer. Donc, ce qu'on a aussi pu constater à l'occasion de ces premières, de ces enquêtes préalables, on pourrait dire, de ces études et recherches préalables, c'est un certain nombre de dimensions, de choses qui comptent a priori le plus pour les habitants, que ce soit de logement, habitat ou de bureaux. Donc, avoir de l'air est central. Et avoir de l'air, c'est être en capacité de gérer soi-même ce besoin. Donc, avoir de l'air, c'est activer quelque chose qui fait que on a le ressenti, le sentiment, on a une réponse satisfaisante à ce besoin d'avoir de l'air. Donc, c'est principalement ouvrir la fenêtre, et ça peut être le cas en journée quand il fait très très chaud dehors, ce qu'on a pu constater chez beaucoup de personnes. Voilà, ça on considère que c'est un besoin qui compte énormément. Alors, parce que on s'est rendu compte que les habitants ouvraient très souvent en journée, les fenêtres très souvent en journée, dans les bureaux ou dans les logements. Et 2, les entretiens réalisés avec ces personnes permettent de saisir, à travers les mots des interviewés, à quel point ce besoin est presque vital. Voilà, on a pu entendre des expressions comme « si j'ouvre pas, je vais mourir »,« j'ai le sentiment de plus respirer », etc. etc. Voilà, je ne vous ai pas mis de verbatim, mais on en a énormément. Voilà, ce qui compte le plus, c'est se sécuriser la nuit, donc contre les intrusions humaines, contre les intrusions des moustiques, contre les chutes éventuellement des enfants, donc des fenêtres, volets totalement fermés la nuit en pleine canicule, voilà, de crainte que les enfants ne passent par la fenêtre, etc., etc.
Et ce qu'on a aussi observé via les enquêtes de terrain, c'est que finalement, on n'a pas un dispositif qui semblerait optimal, et même pas la clim, quand bien même, Maureen, vous disiez en introduction, voilà, la climatisation, c'est la solution la plus simple a priori. Bon, voilà, je ne sais pas dans quel sens vous le disiez, mais ce qu'on a constaté, que ce soit dans les bureaux ou dans les habitations, c'est que pour plein de raisons, la clim n'est pas du tout un dispositif optimal. Donc pour plein de raisons, donc beaucoup nous ont dit qu'elle générait de l'inconfort physique assez important. Un certain nombre de personnes qui nous ont dit avoir mal aux os, sentir voilà, une gêne physiologique assez importante. Voilà, on n'a pas pu évaluer l'impact voilà, physiologique, on pourrait dire presque réel, mais en tout cas, ce ressenti ressort majoritairement des enquêtes qu'on a menées dans les bureaux. Certains bureaux qui sont totalement équipés de clim et où voilà, les personnes gèrent de façon, on pourrait dire presque inconfortable, la clim. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais en tout cas, voilà, potentiellement, voilà, pas mal de personnes utilisent la clim, mais cette clim génère un certain nombre d'inconforts qui ne sont pas anodins et voilà, qui mériteraient même peut-être voilà, de pousser les études et les recherches. Et on a vu même pas mal de personnes ne pas utiliser la clim alors que dans leur bureau, on a pu mesurer des températures extrêmement élevées. Voilà, et puis voilà, on peut passer, merci. Donc des points de tension qui peuvent devenir des leviers. Donc je vais passer assez vite pour que vous ayez cette tension entre rafraîchir et se rafraîchir, qui est un élément qui est peu posé de cette manière-là, alors qu'on a beaucoup vu sur le terrain parler des principes de ventilation naturelle nocturne, des principes de mise en cabane en journée, donc tout fermer en journée, tout, porte, fenêtre, volet, et tout ouvrir la nuit quand la température est moins élevée à l'extérieur qu'à l'intérieur pour rafraîchir. Et à aucun moment on ne voit vraiment mise en vis-à-vis se rafraîchir soi-même et rafraîchir le bâtiment. Et on sent une tension voilà, entre deux visions et deux besoins, on pourrait dire. Celui court-termiste du besoin quotidien des habitants, qui, eux, cherchent à se rafraîchir. Et potentiellement, ce n'est pas toujours le cas, les façons de se rafraîchir, en tout cas les solutions qui sont retenues par les habitants pour se rafraîchir eux-mêmes, sont contre-productives par rapport à la nécessité de rafraîchir le bâtiment pour faire baisser la température, ou en tout cas ne pas les faire monter sur la période estivale. On peut passer. Merci. Ce qu'on a constaté aussi, c'est ce qu'on peut nommer la dépossession par la technique. Beaucoup de travaux montrent déjà ces dimensions-là. Tout le traitement du confort thermique d'été génère, c'est notamment autour des installations techniques qui peuvent parfois paraître très ultra sophistiquées, très difficiles à maîtriser pour des habitants usagers. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on a constaté, c'est aussi, dans le cas des bureaux, la dépossession due au fait que les personnes ne sont pas en mesure d'actionner, d'activer eux-mêmes les dispositifs techniques. Et on voit que des formes de contre-performance, on pourrait dire, thermiques, parce que les habitants vont choisir, vont opter pour des solutions voilà, qui sont contre-productives, alors que s'ils avaient la main sur les installations techniques, c'est rarement le cas, vraiment, et on était assez surpris. S'ils avaient la main sur les dispositifs techniques, potentiellement, ils pourraient activer on pourrait dire, une gestion hybride entre, d'un côté, les dispositifs techniques et d'autres modes plus passifs tels que la ventilation naturelle nocturne, etc. On peut passer.
Donc, j'en arrive à... Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je crois avoir compté Maureen. Je sais pas si... Normalement, 10 minutes. Ok, c'est bon. Alors, donc, on vient de livrer le rapport qui concerne une étude sur la rénovation performante des maisons individuelles, donc Perfin-Mind 2, qui fait suite à un premier volet, Perfin-Mind 1. Voilà, la même étude qui a été complétée dans un deuxième volet. Et dans ce deuxième volet, on a un lot sur les questions de confort d'été. Et donc, vous pouvez passer. Merci beaucoup. Donc, dans ce volet 2, avait plusieurs objectifs et partait notamment d'un écart, d'un décalage, je parlais des écarts tout à l'heure, un nouvel écart par rapport à ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui est en gros entre les mesures par instrumentation, donc notamment les températures qui sont relevées à l'intérieur des habitations, des maisons, et ce que les ménages disent des ressentis et des perceptions en termes de confort et d'inconfort thermique, il y avait des décalages assez importants. En gros, les mesures indiquaient dans certaines maisons des températures extrêmement élevées, des seuils critiques, et les ménages, pour autant, ne se plaignaient pas d'inconfort. On peut passer. Donc, cette étude avait plusieurs objectifs. Je vais passer assez vite. Donc, mieux évaluer l'inconfort en essayant de savoir s'il était fréquent, anecdotique, est-ce qu'il était valable dans certaines régions, pas forcément, etc. D'essayer de comprendre ce qui pouvait provoquer l'inconfort, puisque, a priori, l'inconfort n'est pas directement corrélé aux températures mesurées de façon objective. S'intéresser à ce que les ménages mettre concrètement en place pour réduire les inconforts. Et au-delà de juste décrire et dire, ils ouvrent les fenêtres la nuit, etc., ils font ceci, cela, essayer d'avoir accès à leur représentation à un niveau qui est peu étudié et enquêté finalement, et qui permettrait peut-être de mieux comprendre pourquoi les habitants n'ont pas les bons comportements. Derrière, il y a un ensemble de représentations qu'on a tous, chez nous, qui nous invitent à agir de telle et telle manière. On peut passer. Merci. Donc, on a mis en place une méthodologie. On peut passer, pardon. Donc, qui a concerné 41 maisons sur plusieurs régions. Ce n'était pas sur 5 régions. Dans le premier volet, les régions n'étaient pas toutes représentées. Donc là, on est vraiment à l'échelle de la nationale. On a mesuré les températures et l'hygrométrie dans le séjour et dans les températures dans la chambre présentant la plus forte densité d'occupation. On peut passer. Et pour mieux comprendre pourquoi les ménages dans Perfin-Mind 1 faisaient remonter plutôt du confort ou très peu d'inconfort, alors que les températures disaient le contraire, quelque part, on a mis en place une évaluation ou un suivi en temps réel pour réduire les biais d'interprétation. En gros, plus on demande à une personne de nous dire comment elle s'est sentie il y a 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, moins on a de probabilité d'avoir accès à son ressenti réel, entre guillemets. Donc là, le challenge était de mettre en place une méthodologie qui permette d'avoir un suivi le plus possible en temps réel. Donc, on a mis en place ce suivi dans 23 maisons. Vous avez la date. On a mis en place un carnet de suivi qui a permis de faire remonter les perceptions et les stratégies mises en œuvre. Donc, vous avez les petits smileys qui permettent de voir du très confortable à l'insupportable et tout ce qui est mis en place. Donc, voilà, certaines personnes ont rempli des versions électroniques en ligne, d'autres en version papier. Vous pouvez passer. Et j'ai mené des entretiens téléphoniques semi-directifs avec 10 personnes à 2 reprises dans l'été. Vous avez à peu près là le panel. Donc, je les ai interviewées à des moments où elles faisaient remonter de l'inconfort important. Donc, j'ai essayé de savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, etc., etc. Donc, j'ai interviewé à 2 moments de l'été. Vous pouvez passer.
Donc, les principaux résultats, alors on a eu de la chance, entre guillemets, comme dit ma collègue Muriel Dupré, avec qui on a mené cette recherche sur le confort d'été. Elle dit souvent, on a eu de la chance, c'était le 4e été le plus chaud en France depuis le XXe siècle. Donc, on a pu vraiment enquêter sur ce confort d'été avec 4 moments de canicule. On peut passer. Donc, là, je vais passer vite aussi. Ces canicules se traduisent par des températures quand même assez différentes. En fait, là, vous avez les températures moyennes en journée dans les séjours. On va passer assez vite pour avoir le temps sur d'autres éléments. Donc là, on a essayé de mettre en vis-à-vis les températures avec ce que les personnes nous faisaient remonter en temps réel via le suivi. Donc, en gros, les vignettes avec les couleurs vert, gris, rouge, orange, etc., nous disent les niveaux, les degrés de confort et d'inconfort. Et vous avez ensuite en rouge les jours, le nombre de jours de canicule. Donc, c'est surtout les petites vignettes là, que je vous invite à regarder. Et ce qu'on a constaté, à notre grande surprise, c'est qu'on n'a jamais eu, sur tout l'été, malgré 4 grosses canicules et malgré les températures très élevées dans certains logements, on n'a jamais eu de remontée insupportable. On a eu très peu d'inconfortables. Voilà, vous voyez, on a du peu confortable et majoritairement du confortable, voire du très confortable. On peut passer. Voilà, donc majoritairement dans le quart sud-est et le pourtour méditerranéen, voilà, on a de l'inconfort qui est mesuré. Donc là, on parle des températures mesurées. Et dans 37% des chambres, 41% des séjours, on a des températures supérieures à 28 degrés pendant plus de 40 heures par an. Donc, on décrète, voilà, le seuil théorique décrète que là, il y a de l'inconfort. On peut passer. Donc, dans les carnets de suivi, donc là, on n'est plus sur les températures mesurées par instrumentation, on est vraiment sur les perceptions du confort qui sont remontées via les carnets de suivi. On a les ménages qui déclarent le plus grand nombre d'heures à plus de 28 degrés dans la chambre, déclarent que c'est inconfortable. Voilà, c'est pas étonnant. Mais ce qu'on constate, c'est que certains logements enregistrent un nombre d'heures conséquent à plus de 28 degrés dans la chambre, sans pour autant que leurs occupants ne déclarent d'inconfort. Donc, on voit qu'il y a des perceptions du confort qui peuvent être très contrastées, alors que les conditions de température objective disent qu'on est à peu près à équivalence. On peut passer. Donc, c'est pour vous dire aussi la complexité de mesurer le ressenti et les perceptions du confort. Ce qu'on a comme résultat très fort, qui peut-être semble basique, là, encore une fois, je vais oser utiliser cette expression, c'est que l'inconfort, il est principalement nocturne et il est principalement dans la chambre. Et on ne l'avait jamais dit avec autant d'affirmations. La plupart des inconforts qui nous sont remontés sont vraiment liés à la nuit et à la chambre. Et donc, ça s'explique, on est statique, on doit dormir, on n'arrive pas à dormir, ça surgénère du stress, le stress augmente l'inconfort, etc., etc. On doit aller au travail, on n'est pas bien, enfin, vous visualisez tous à peu près cette scène, et on n'avait pas forcément mesuré cet élément. Donc là, c'est super intéressant parce que du point de vue de la conception architecturale, qui est une dimension qui m'intéresse beaucoup, on voit que potentiellement, la chambre, comme objet conceptuel, j'ai envie de dire, n'est pas forcément travaillée en lien avec ce potentiel inconfort nocturne d'été. Voilà. Et puis, cet inconfort est aussi augmenté par les difficultés à ventiler naturellement la nuit, voire même à rafraîchir avec des appareils. Beaucoup de personnes nous ont dit ne pas utiliser, alors la clim,
parce qu'elle génère des inconforts pour beaucoup de personnes, parce que beaucoup pensent aussi, craignent, notamment pour les enfants, qu'ils tombent malades, etc., etc. Voilà, j'ai pas le temps de trop m'attarder là-dessus. Mais voilà, on constate des difficultés pour les ménages à gérer le confort la nuit de façon naturelle ou avec des appareils. On peut passer. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que dans la théorie, donc le diagramme de Givoni, les polygones de confort, enfin un certain nombre d'outils qui sont utilisés voilà, par les ingénieurs, par les concepteurs, etc., pour comprendre la thermique des bâtiments, notamment, pour décréter, entre guillemets, des seuils de confort et d'inconfort. On les a pas mal remis en question. Ce qu'on a constaté, c'est que l'inconfort, qui est remonté par les habitants, semble davantage lié à l'évolution des températures qu'à un seuil en valeur absolue. Si vous regardez, on ne voit pas ma flèche, hein. Non, pardon. Si vous regardez l'endroit où vous avez du orange et du vert qui est collé, enfin voilà. Donc vous avez en orange une ligne à la verticale qui fait remonter de l'inconfort. On est à plus de 30, on est à 32, 33 degrés. Et à peine la température redescend, on est toujours au-dessus d'un seuil critique. Vous voyez que la personne dit que c'est très confortable. Donc, on a compris que l'inconfort et le confort pouvaient être largement liés. C'est la slide d'après, si je ne dis pas de bêtises, je crois, ou pas, je ne me souviens plus. Non, c'est encore autre chose, peu importe. Et largement liés à la trajectoire des températures. Et non pas à un seuil critique, et ça, c'est un résultat très important pour nous. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les seuils d'inconfort sont différents d'une personne à l'autre. Donc là, c'est deux personnes qui habitent le même logement, donc qui voilà, n'ont pas du tout le même ressenti. On peut passer. Donc là, c'est deux personnes dans un même logement, et c'est même un couple donc, qui dort dans la même chambre. Donc, pareil, pas du tout le même. Ah non, c'est la slide d'après, pardon, mais c'est un couple là aussi. Donc, j'avais une autre slide voilà, qui montrait que on ne ressent pas du tout. Voilà, un couple, l'homme décide de migrer dans la cave pour dormir voilà, pendant 5 jours, il me semble, parce qu'en fait, c'est intenable dans sa chambre, et la femme arrive à dormir, à continuer à dormir. Voilà, elle ne ferme pas la fenêtre pour des raisons voilà, de sentiment d'insécurité, etc., etc. Donc ça permet de faire ressortir l'enjeu autour de la cohabitation. On a vu avec Muriel que la façon dont on appréhende l'habiter, je pourrais dire ça comme ça, est totalement biaisée, puisqu'on part toujours d'un occupant qui serait homogène. On interviewe une personne, on part du ressenti de cette personne, et on prend très peu en considération les questions de cohabitation. On peut passer. Donc, l'inconfort ou le confort, c'est une trajectoire dynamique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle dépend de sa propre trajectoire, donc physiologique, voilà, avec l'âge, avec etc., mais aussi résidentielle et culturelle, en fonction de là où on a habité, en fonction de sa culture prise au sens très très large, même des questions presque philosophiques, etc., on ne va pas vivre, ressentir, appréhender confort et inconfort de la même manière. Vous pouvez passer. Merci. En fonction de la trajectoire des températures, donc ce que j'ai dit juste avant. Donc, je me sens en confort ou en inconfort, souvent, finalement, en fonction de la température ou des températures qui précèdent. Vous pouvez passer. Merci. Et en fonction, et ça, c'est une notion importante, du confort qui prime. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a systématiquement un confort qui prime. Et ce confort qui prime, il peut bouger. Il peut bouger pour une même personne. Je peux avoir un confort qui prime aujourd'hui et demain, j'en ai un autre qui prime. Bon, alors vous me direz, waouh, c'est hyper complexe. Comment on fait pour appréhender tout ça ? Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir repéré voilà, qu'il y avait des conforts qui prennent le dessus à un moment T. On peut passer. Si j'ai le temps, je développerai davantage. Et pour conclure, ce qu'on a aussi
posé, constaté, qui ressort énormément de l'enquête auprès des ménages et puis auprès des habitants des bureaux, c'est le pouvoir d'agir sur son environnement. Ça semble très, très important jusqu'à un certain seuil critique, hein, évidemment, de température. On a aussi travaillé sur ce seuil critique, ce seuil thermique critique. On a pas mal de choses qu'on a rédigées dans le rapport que je vous invite à lire, que je n'ai pas le temps de développer là. Voilà, les personnes, bien sûr, arrivent à une certaine limite à un moment donné, on arrive à l'expliquer, etc. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le confort est augmenté par la possibilité, moi je parle de pouvoir d'agir, hein, sur son environnement. Plus une personne a de possibilités, même un pouvoir d'agir sur son environnement, plus a priori, ça nécessiterait d'être voilà, d'être étayé davantage, plus elle va se sentir en confort chez elle, et moins elle a de pouvoir d'agir sur son environnement, plus tout cela va générer de l'inconfort. L'inconfort qui est ressenti, il est réel, hein, ou le confort ressenti, hein, voilà, c'est des perceptions, c'est des ressentis, etc. On ne les remet pas en question. Mais on peut, et là ça touche à la psychologie, on peut penser que la possibilité d'agir sur son environnement va avoir un impact réel sur le confort, le bien-être, etc. Voilà, je m'arrête là. Merci Khadija Mamou. On posera des questions à la fin des différentes présentations et je laisse la parole. Je suis architecte bioclimatique depuis 2017. Et donc, depuis 2017, j'ai fait le choix de partir dans une direction de conception passive pour un confort d'été, mais pas que, donc un confort bioclimatique toute l'année. Donc, chercher à développer des solutions qui vont répondre à tous ces critères et également aux critères d'impact environnemental et impact carbone, et à la fois des solutions viables économiquement, c'est-à-dire avec des projets plutôt qui s'inscrivent dans une certaine frugalité. Je vais dérouler un petit peu, donc notre conception est axée sur des matériaux biogéosourcés parce que les qualités de ces matériaux permettent justement de cocher toutes les cases de confort attendu et également d'impact environnemental et de participation à l'économie locale, bien évidemment. Dans notre activité, on se projette en 2050 et donc depuis le premier projet qui a été développé, on essaie d'intégrer des ambitions fortes qui vont être pertinentes dans la longue durée. On intègre le confort d'été pas comme une vérification qui est réalisée à la fin du projet, mais dès le début, c'est-à-dire qu'on travaille sur des petits projets en direct avec les futurs habitants, qui sont également les commanditaires. Et donc, ça permet du coup d'avoir un vrai dialogue sur leur vécu quand on parle de rénovation. On va avoir un dialogue sur leurs expériences précédentes d'un confort dans le bâtiment que nous allons rénover. Et pour ceux qui construisent, demandent des constructions neuves, on va également parler de leurs expériences et ressentis moments d'inconfort dans leur précédent logement. Donc, on a un dialogue en permanence avec les futurs usagers afin qu'on puisse répondre au plus juste à leurs besoins et leurs habitudes aussi. Je mets quelques liens, en fait, quelques petits clins d'œil aux espaces et architecture oisienne un concept de Salima Naji, une architecte marocaine, du coup, qui met en avant en fait les techniques de climatisation passive à travers la conception architecturale en terre ancestrale. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller voir comment on peut arriver à des solutions qui sont d'une valeur, avec une valeur ajoutée importante au niveau du territoire
de la restauration du patrimoine ancien et également réactualiser ces techniques pour chercher à s'intégrer dans ce besoin de modernité. On parlait de solutions passives, donc moi je peux en parler de au moins 5 points importants. Certainement, il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Donc, on avait parlé des usages. Donc, ça je ne l'ai pas intégré ici parce que je parle vraiment de solutions architecturales. Donc, on est sur des éléments qui sont interconnectés. Et pour arriver à atteindre le niveau de confort d'été passif, on est obligé d'essayer de cocher le maximum de cases. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser que la ventilation naturelle nocturne si on n'a pas une architecture qui a une conception bioclimatique. Ça implique quand même de voir comment sont exposées les grandes ouvertures. Est-ce qu'elles sont exposées à l'ouest, au sud, voilà, à quel endroit, comment ça se passe au niveau morphologique, où sont les défauts bioclimatiques, et essayer de corriger ces éléments-là. En rénovation, donc on peut faire une analyse de bâtiments bioclimatiques, des potentiels bioclimatiques, et repérer les défauts de protection solaire, d'ouverture trop importante ou l'insuffisance de protection solaire. Également, on parle d'espace oasis, c'est-à-dire qu'à proximité des bâtiments, on va essayer de conserver le maximum des îlots de fraîcheur. S'il n'y en a pas, il faut arriver à en créer, c'est-à-dire planter, avoir de la végétation afin de réduire la température à proximité du bâtiment. Et aussi pouvoir, dans la nuit, du coup, pouvoir retrouver de la fraîcheur pour compenser les températures qui sont élevées. Donc, un autre point, c'est arriver à créer, à concevoir des parois climatiseurs, c'est-à-dire que par la conception elle-même des parois, on puisse arriver à trouver un équilibre entre inertie et isolation. Je vais du coup montrer ce qu'on essaie de faire depuis 2017 en partenariat avec des entreprises locales, avec des bureaux d'études, structures bois et thermiciens. Donc, on développe du coup des solutions qui associent des techniques sèches et des techniques humides, c'est-à-dire on va avoir une ossature bois qui peut être assez classique. On va venir remplir avec un mortier de terre chanvre côté intérieur. Tout ça donc avec un fond de bâche qui lui va être une isolation par l'extérieur. Ça, c'est un premier projet qui a été construit de ce type, de cette manière, mais avec une projection in situ du terre-chambre. Le fait d'avoir le terre-chambre côté intérieur, ça permet du coup d'avoir une bonne inertie et associé à la ventilation nocturne, justement, et au système de moustiquaires, de persiennes qui elles vont sécuriser la partie basse du bâtiment, l'entrée principale. On va pouvoir ventiler en toute sécurité notre bâtiment. Donc, comme je le disais, ventiler, ça ne suffit pas. Donc, on a besoin de ces murs à inertie pour pouvoir décharger les parois des calories accumulées potentiellement pendant la journée. Absolument indispensable, c'est d'arriver du coup à avoir également des protections solaires au niveau des ouvertures. On peut construire avec ces matériaux-là qui, elles, peuvent apporter de l'énergie, mais si on ne protège pas les fenêtres, nous allons avoir du coup un effet de serre à l'intérieur du bâtiment. C'est pour cela voilà,
conseille de ne pas ouvrir les fenêtres en journée, mais plutôt le soir ou tôt le matin. Le terre-chambre, lui, il va emmagasiner du coup, voilà, en hiver, ça va avoir tendance à emmagasiner la chaleur, mais en été, du coup, par la ventilation nocturne, la fraîcheur va être retenue par les parois. Les parois, par la ventilation naturelle, vont se décharger en calories. Et aussi, c'est un rôle de hygrorégulateur. Donc là, on parle de techniques à base de terre, donc, qui permettent de réguler l'humidité ambiante et donc réhumidifier l'air en période chaude, au moment où on a besoin d'avoir un ressenti de fraîcheur. Donc hygrorégulateur. On voit ici donc des brises soleil orientables qui elles permettent de filtrer la lumière tout en conservant les entrées lumineuses de lumière naturelle. On bloque les rayons du soleil et on continue à ventiler. Également, le principe de double pot. Donc, le double pot, c'est ce qu'on voit ici, le bardage claire-voie ventilé. Donc, lui, ça permet du coup d'avoir des façades ventilées. Là, on est sur une solution préfabriquée, du même principe de parois terre-chambre, ossature bois, fibre de bois, avec une optimisation de temps de chantier par la préfabrication et une maîtrise du séchage. On voit ici le procédé. Je vais dérouler assez rapidement. On peut avoir des finitions induits ou des finitions avec des plaques de fer nacelle ou placo, si on le souhaite. Idéalement, c'est de garder le maximum de parois avec des finitions induits afin que la paroi puisse respirer. On profite de son côté climatiseur. Ça fonctionne par rayonnement, du coup, c'est-à-dire si on est à proximité de cette paroi, on va toucher cette paroi, on va sentir sa fraîcheur, à condition, bien évidemment, de ventiler, protéger les baies vitrées. D'autres principes de protection, c'est les casquettes, les débords de toit. Et également, on peut utiliser dans les bâtiments où on a moins d'inertie dans les parois, venir construire des parois à inertie. On peut utiliser la dalle béton. Également, là, dans ce cas, on a reconstruit un mur en adobe ancien, donc des briques de terre crue, et avec des finitions en enduit terre. Un projet très intéressant en rénovation par rapport au confort d'été. Cette rénovation de grange dans le Tarn, un secteur sauvegardé. On est du coup sur des parois anciennes en pierre et une charpente qui est bien ventilée. Donc on voit déjà le grand volume qu'on a à optimiser thermiquement et à rendre confortable plutôt en mi-saison et saison chaude. C'était un choix du client d'une utilisation saisonnière en chambre d'hôte, donc plutôt à la saison chaude. Donc ce qu'on a cherché à mettre en œuvre, c'est principalement des solutions pour conserver le maximum la pierre apparente côté intérieur, côté extérieur. Ça, c'est aussi des demandes de la part de l'architecte des bâtiments de France, mais qui servent quand même à apporter de l'inertie dans le bâtiment. Une conception par espace chauffé, non chauffé. Donc, quand même, à la mi-saison, on peut avoir des petits appoints électriques pour chauffer potentiellement les chambres. Donc, on a créé des box isolées et des espaces qui sont abrités, mais du coup, très ventilés. On voit ici, on va
utiliser la toiture comme un puits de ventilation où du coup l'air va circuler et va refroidir ces espaces. Parois isolées, du coup côté chambre, donc avec des box ossature bois. On dissocie du coup la toiture principale des toitures secondaires qui elles vont avoir une très bonne isolation pour le confort d'été et d'hiver. On est dans des bâtiments anciens, en l'occurrence, il y a un besoin de gestion de l'humidité, mais du coup, cette humidité potentielle peut participer au rafraîchissement du bâtiment à condition qu'on ne l'ait pas en excès. Donc, on essaie de réguler ces humidités par remontée capillaire en créant des drains et des systèmes d'hérissons ventilés. Un bon équilibre entre isolation et inertie, et donc conserver idéalement une isolation par l'extérieur quand c'est possible, ou alors une isolation, comme on a vu dans ce projet, qui est déportée de murs extérieurs, qui permet de réduire les espaces à chauffer. D'autres exemples que je vais juste balayer rapidement de rénovation bioclimatique bas carbone et basse consommation, donc à Cugnon. On voit qu'un défaut de bioclimatique pour les apports en hiver, c'est-à-dire qu'ici on va se retrouver avec potentiellement moins d'apports compte tenu du recul de la baie vitrée orientée sud. Et pour régler ça, du coup, on a décidé donc de avancer l'ouverture et à l'équiper de brise-soleil orientable, du coup, pour pouvoir gérer les apports solaires. Nous avons également de l'isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble du bâtiment et la création d'un sas, du coup, en fibre de bois. Bardage bois, finition enduit, donc tout à fait possible avec ces solutions biosourcées. Voilà, on voit l'apport d'inertie et le confort d'inertie, l'apport de lumière, du coup en hiver, qui est très agréable, et l'agrandissement du coup de l'espace et de confort intérieur du bâtiment. On a dû également réduire les ouvertures parce que nous avions un peu trop d'ouvertures, donc on a optimisé les ouvertures. Solution bioclimatique, les pergolas. Donc là, en l'occurrence, nous avons une pergola bioclimatique qui vient agrandir une ancienne coursive et qui vient protéger les menuiseries de la porte directe. Isolation en fibre de bois. Je passe assez rapidement parce que je ne peux pas dépasser le temps d'intervention. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christina Cosma et on laisse la parole à Sylvie Feuga pour une présentation des retours d'expérience. Du coup, moi je vais vous parler de fiches de retour d'expérience qu'on a réalisées, enfin de retours d'expérience qui ont été réalisés en grand test sur le confort d'été. Vu qu'on est un petit peu en retard pour pas couper les questions, je vais passer très rapidement sur la première fiche qu'on a réalisée en 2014 qui était consacrée à des bâtiments neufs et qui était basse consommation d'énergie. On avait fait des petites enquêtes pour voir qu'est-ce que ça donnait en confort d'été. Vous pourrez retrouver cette fiche sur notre site internet. Juste très rapidement pour vous dire les petits points qu'on avait retenus, c'est que sur les bâtiments qui sont à ossature bois avec une isolation répartie avec des matériaux plutôt à faible déphasage thermique, on constatait pas mal d'inconfort thermique déjà en 2010. Et du coup, le retour d'expérience du maître d'ouvrage, c'était plutôt d'utiliser un isolant avec un meilleur déphasage quand on est sur un bâtiment à ossature bois. Et moi, je rajouterais même avec ce qu'on sait maintenant qu'il faudrait ramener de l'inertie thermique à l'intérieur du bâtiment en évitant d'isoler ces murs à inertie qui sont à l'intérieur. Et celui qui s'en sortait le mieux, c'était une école à
avant de Laveline qui, elle, avait utilisé du géocooling, elle avait de la géothermie sur nappe phréatique et qui l'utilisait juste avec une petite pompe pour faire circuler juste de l'eau froide dans un plancher rafraîchissant. Et eux s'en sortaient le mieux sur la partie confort d'été. Un des conseils qui était ressorti, c'était d'indiquer dans le programme qu'un confort d'été devrait être recherché par le biais de solutions passives prioritairement euh, pour, euh, pour éviter, une fois qu'on a les solutions actives telles la climatisation, que les usagers ne les utilisent même quand il n'y en a pas besoin. C'est souvent ce qu'on peut constater sur les retours d'expérience de bâtiments qui ont été équipés, par exemple, avec une pompe à chaleur réversible. Et en fait, on se retrouve des fois avec des températures extérieures qui sont égales à ce qu'on souhaiterait à l'intérieur, mais la PAC réversible est mise en route l'été alors qu'il n'y a pas besoin. Du coup, je vais venir un petit peu plus en détail sur la dernière fiche de retour d'expérience qu'on a fait sur des rénovations dans le Grand Est. Donc, on a regardé ce que ça donnait sur 6 types de bâtiments qui ont été livrés entre 2011 et 2018. Je vous ai également mis le lien vers la fiche. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces 6 bâtiments. La première, c'est une école, l'école Lixenbühl à Illkirch-Grafenstaden en Alsace. C'est un bâtiment des années 70 qui a été étendu et réhabilité en 2018 avec une conso énergétique de niveau basse consommation. Et il y a eu une simulation thermique dynamique qui a été réalisée. L'isolation thermique par l'extérieur a été réalisée en polystyrène graphité, pardon. Et sur l'extension, on a des dalles et des murs de refend en béton, des murs ossature bois isolés par de la ouate de cellulose et de la fibre de bois. On a une toiture végétalisée sur l'extension, du triple vitrage, et en protection solaire, on a des brises-soleil orientables extérieures avec une commande manuelle et qui sont quand même asservies à une station météo et une horloge pour les abaisser automatiquement lors des fortes chaleurs sur certaines périodes, mais sans obliger les usagers à être tributaires de ces automatismes parce qu'il y a des commandes manuelles. En ventilation, on est sur une VMC double flux avec une fonction de free cooling via la VMC automatisée et une programmation des horaires et des conditions qui fait que le free cooling se met en route automatiquement ou pas. Alors, quels sont les retours sur ce bâtiment? Le bâtiment est jugé confortable en été par les usagers, même en cas de canicule. On arrive à avoir 27 degrés dans le bâtiment quand on a des températures qui atteignent 39 degrés à l'extérieur. Le petit point négatif sur l'avis remonté par les usagers, c'est que les brises-soleil orientables réintègrent automatiquement leur caisson en cas de fort raval de vent. Ça, c'est une protection qui est faite pour éviter d'abîmer les brises-soleil orientables. Sauf que au moment où ils sont remontés dans leur caisson, ils ne font plus leur fonction de protection solaire et que donc ça peut entraîner quelques surchauffes dans le bâtiment. Si c'était à refaire, le maître d'ouvrage ne mettrait pas de boîte à débit variable dans le système de ventilation, car elle pose un problème d'accès, d'entretien, de surveillance et de régulation. Donc, ils jugent que c'est un peu trop complexe et du coup, ils opteraient plutôt pour une VMC double flux sans boîte à débit variable, quitte à manuellement peut-être bouger les débits en fonction du free cooling nécessaire. Le deuxième bâtiment est un logement individuel. C'est une maison de ville des années 50 à Nancy, qui a été surélevé et réhabilité en 2013 avec une consommation énergétique de niveau BBC en rénovation. Il y a 2 côtés qui sont non mitoyens, qui sont en structure en agglo de béton. Et il y a du KLH, donc du bois massif contre-collé, sur l'extension, la surélévation, avec une isolation thermique par l'extérieur en fibre de bois en mur et toiture. Pour les côtés mitoyens, c'est des murs en moellon, donc de la pierre, plus une ossature bois pour l'extension, avec une structure en isolation thermique par l'intérieur en laine de bois et laine de chanvre. On a du triple vitrage au nord, du double vitrage au sud avec des débords de toiture ou des casquettes horizontales, quelques plantes grimpantes, un Velux en toiture côté nord avec une ouverture électrique et un détecteur de pluie sans protection solaire.
Et on a une VMC double flux avec surventilation naturelle la nuit par ouverture de fenêtres et du Velux, et avec des usagers qui pratiquent plutôt les bons gestes pour le confort d'été. Alors, qu'est-ce que ça donne? Les usagers trouvent que ce bâtiment est confortable en été, même en cas de canicule. Il ne dépasse pas les 27 degrés dans le bâtiment. Les points négatifs sont que le garage monte en température à cause du ballon d'eau chaude sanitaire et de chauffage qui est raccordé au solaire thermique et qui est du coup souvent à 80 degrés l'été. Il faut dire que le solaire thermique en 2013 n'avait pas encore trop développé de solutions pour éviter ces surchauffes au niveau du ballon. Depuis, ça a évolué. Il y a des systèmes de bouclage, notamment pour faire circuler l'eau pendant la nuit pour rafraîchir, ou des systèmes de panneaux qui sont opacifiés quand il fait trop chaud l'été. Donc on a des solutions maintenant, mais à l'époque on n'avait pas, donc ça peut créer des surchauffes dans certains bâtiments qui étaient équipés avant. Par ailleurs, la VMC double flux n'est pas utilisée en surventilation la nuit car elle est jugée trop bruyante la nuit pour un usage en logement individuel. Si c'était à refaire, les maîtres d'ouvrage trouveraient une solution pour la surchauffe due au ballon solaire. Il ajouterait une protection solaire extérieure au Velux et il ajouterait des moustiquaires aux fenêtres des chambres pour pouvoir choisir entre trop chaud ou moustiques. Le troisième bâtiment, ce sont des logements collectifs à Raon-l'Étape par le Toit Vosgien. Une réhabilitation de 2011, c'est un bâtiment qui est passif, avec une structure en béton, une isolation thermique par l'extérieur en ouate de cellulose et une isolation thermique par l'intérieur en laine de verre. Triple vitrage au nord, double vitrage au sud, des brises soleil orientables extérieures, plus des coursives au sud-est qui jouent le rôle de protection solaire. Une VMC double flux avec sonde de CO2 et surventilation nocturne par VMC ou par ouverture des fenêtres, les logements étant traversants. Et une sensibilisation des usagers est effectuée à chaque remise de clé. Les logements sont jugés confortables en été, même en temps de canicule, avec des températures à plus ou moins 25 degrés. L'inertie du bâtiment, grâce à la structure béton existante, est jugée efficace par rapport au confort d'été. Et les protections solaires, pareil, sont jugées efficaces par rapport à cette thématique. Le petit bémol, c'est que, donc là c'est plutôt c'est plutôt un inconvénient pour l'hiver, c'est que les coursives extérieures que vous pouvez voir sur la photo poussent les habitants à fermer leur brise-soleil orientable pour ne pas être vus l'hiver notamment, quelle que soit la période de l'année, parce qu'en fait c'est des lieux de passage qui mènent aux portes d'entrée des appartements. Quatrième retour d'expérience, ce sont des bureaux à Chaumont, réhabilités en 2016. Pareil, bâtiment performant, avec une structure en béton, une isolation thermique par l'extérieur en ouate de cellulose et fibres de bois sur les murs, polystyrène en toiture terrasse avec isolation des acrotères. On est sur du triple vitrage. Des stores à lame orientable côté sud et des volets à pantographe. Si vous ne connaissez pas, vous avez la petite photo en bas à gauche. Côté est et ouest, une VMC double flux et des poutres froides reliées à une pompe à chaleur géothermique et une surventilation nocturne grâce à la VMC. On a une gestion technique centralisée qui gère de manière automatique les volets, stores, la ventilation. Et il est demandé aux usagers d'ouvrir les fenêtres, notamment entre 7h et 8h par temps chaud. Par contre, le constat des usages fait que les fenêtres sont parfois non refermées et les stores sont parfois relevés manuellement alors qu'ils mériteraient d'être restés baissés. Le bâtiment est jugé globalement confortable en été. On reste sous les 26 degrés en température intérieure. La GTC est utilisée comme un outil pédagogique pour montrer aux usagers les effets de leur comportement. Point négatif, c'est le respect des consignes qui est compliqué pour les usagers et les pantographes sont fragiles et tombent souvent en panne. Du coup, si c'était à refaire, le maître d'ouvrage remplacerait les pantographes par des stores à lame orientable. La mairie de Pierre-Latrèche
C'est un bâtiment de la fin du 19e siècle qui est rénové dans les années 70 puis en 2018. On est sur une rénovation de type basse consommation d'énergie également, avec une structure en moellon, une isolation thermique par l'intérieur en laine de bois en mur et toiture, du triple vitrage argon, un plancher rafraîchissant couplé à la pompe à chaleur géothermique au haut, des volets pliants d'origine au sud, un arbre à feuilles caduques au sud également, des volets persiennes fixes à l'est, des volets électriques occultants extérieurs sur les fenêtres de toit. Il n'y a pas d'ouverture à l'ouest et on est sur une VMC simple flux hygrobé avec une surventilation nocturne prévue par ouverture de fenêtres en oscillo-battant. Les avis des usagers et des acteurs du projet, c'est que le bâtiment est confortable en été, avec 25 degrés maximum constaté, que le plancher rafraîchissant est efficace, donc là on est plutôt sur une solution active. Le point négatif, c'est la fermeture des volets la journée et l'ouverture des fenêtres la nuit, qui est mal intégrée par les usagers, et qu'il est difficile de trouver un pare-soleil adapté à un bâtiment patrimonial à un tarif abordable et facile d'utilisation. Si c'était à refaire, il mettrait des volets persiennes sur toutes les façades, plus un système d'occultation totale pour faire la vidéoprojection dans la salle de réunion. Bon, c'est pas vraiment en lien avec le confort d'été, mais bon, ça fait partie de leur retour d'expérience. Et le dernier bâtiment qui fait partie de ces retours d'expérience, c'est un tennis couvert à Saint-Dié-des-Vosges, avec un retour d'expérience très intéressant, mais après pas forcément reproductible sur tous les bâtiments. C'est un bâtiment de 1975 qui a été réhabilité en 2016. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui est non chauffé, qui ne sert qu'à des activités sportives. L'eau chaude sanitaire est produite par 9 kW crête de panneaux photovoltaïques en ombrière de la coupole zénitale. Une simulation thermique dynamique a été réalisée. On a des bacs aciers qui sont isolés avec 20 cm de laine de roche et un plancher non isolé pour conserver l'inertie. Une teinte blanche sur les façades. Voilà. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce bâtiment, c'est le fait de ne pas avoir isolé le plancher, parce que comme vous pouvez le voir sur la photo, la surface est vraiment très importante et la simulation thermique dynamique a démontré qu'en fait, l'inertie du sol, que ce soit en hiver ou en été, était très intéressante à conserver et que si ça avait été isolé, on aurait perdu cette inertie et le bâtiment serait beaucoup moins confortable en été notamment. Donc, le bâtiment est jugé confortable en été, même en cas de canicule, avec 24 degrés maximum. L'inertie du plancher, donc ça c'est ce que je vous disais, ça permet d'amortir les grands écarts de température extérieure. Le côté négatif remonté par l'architecte, c'était la difficulté pour convaincre le maître d'ouvrage de rénover plutôt que reconstruire pour gagner en confort d'été. Et puis voilà pour ce retour d'expérience. Je ne m'attarde pas, mais sachez que dans la fiche, il y a la dernière feuille et qu'on prend tout ce qui est à retenir, qui reprend ce que Christina Cosma vous a détaillé sur les différentes actions à faire pour se protéger, pour être en confort d'été dans un bâtiment. Donc, c'est se protéger du soleil, concevoir une enveloppe performante, apporter de l'inertie massique, émettre le moins de chaleur possible, ventiler et sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques. Je vous ai mis quelques autres sources sur le confort d'été et je m'arrête là pour vous laisser le temps des questions. Merci de votre attention. Et merci Sylvie pour cette présentation à l'ensemble des intervenantes. Je rappelle que toutes les diaporamas seront retransmises et on peut passer aux questions-réponses. Donc, on a déjà une première question pour Khadija Mamou. Est-ce que dans l'échantillon d'habitat étudié, vous connaissez leur répartition en maisons individuelles, appartements, logements sociaux, etc. Sur la recherche Perfin-Mind 2, celle que j'ai présentée à la fin, on a exclusivement des maisons individuelles à rénover. Et par contre, peut-être avec une diversité, on pourrait dire, notamment liée à l'implantation ou la localisation de ces maisons. Certaines en milieu rural, d'autres en milieu urbain dense. C'est peut-être ce qui les distingue. Et puis après, la composition des ménages, etc. et la façon de rénover les maisons. Le parcours de rénovation des maisons. Et pour les études précédentes, notamment celle sur la rénovation en 2019 à Marseille,
On avait des logements collectifs, du social et du privé, et on avait quelques maisons individuelles, mais je ne pourrais pas vous dire combien. De toute façon, ce n'est pas forcément intéressant parce que l'échantillon était assez restreint. On avait 17 logements de mémoire. Contrairement à l'étude Perfin-Mind 2 où l'échantillon est plus important. Perfin-Mind 1, c'est 110 maisons, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Et après, sur Perfin-Mind 2, tout le dispositif d'enquête dense, élargi, donc avec le suivi en temps réel, on est sur 41 maisons. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci. On a une autre question pour vous. Donc, c'était éclaircir la notion de confort qui prime. Ah oui, je suis passée assez vite. Pourtant, c'est une notion importante. Mais je vous invite à lire le rapport qui est en ligne. Hein. Je pourrais vous envoyer le lien voilà, vers le rapport sur le confort d'été voilà, perçu et conçu, entre guillemets. En gros, le confort qui prime, on l'a décrypté à plusieurs endroits, je pourrais dire. Alors, en phase de conception, donc là, dans le cadre de ménages qui rénovent leur maison, des arbitrages se sont posés, vraiment en termes de conception, notamment conserver, je pense à un ménage qui a conservé une porte de véranda, qui thermiquement est juste totalement contre-performante, enfin vraiment, et qui a fait le choix de conserver cette porte parce que le ménage voilà, était très attaché à cette porte magnifique, avec une menuiserie magnifique, etc., ancienne, tout en sachant que ça allait dégrader vraiment le confort thermique de la maison. Donc là, on a un confort qui prime, qui est un confort esthétique, visuel, etc. Donc on a pas mal de confort d'ailleurs visuel qui prime. Ce qu'on a constaté, c'est que dans le quotidien, la vue est extrêmement importante. Une partie des ménages sait très bien que tout fermer en journée, la mise en cabane, peut être très efficace pour améliorer le confort, enfin pour éviter de faire augmenter la température à l'intérieur de la maison. Donc, ils sont très au courant, très conscients, mais pour autant, ils vont faire le choix d'ouvrir, et ce choix, il est, entre guillemets, raisonné. C'est notamment la vue, donc pouvoir voir le jardin, pouvoir voir le ciel, voilà, l'extérieur, etc. On a aussi eu des personnes qui nous ont dit je laisse ouvert en journée pour les plantes. Donc ça, c'est un confort qui prime, c'est-à-dire que le confort des plantes prime sur le confort thermique des habitants. Donc ça, c'est en journée. Voilà, on a une série comme ça de conforts, notamment les conforts visuels qui sont très, très importants, le rapport à la lumière et à l'extérieur. Et la nuit, on a aussi des conforts qui priment, celui de la sécurité, de ne pas se faire piquer par les moustiques, etc. On est sur des questions de confort, hein, clairement, ou d'inconfort qui peuvent être générés par le fait d'ouvrir la nuit. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous parlais d'un seuil thermique critique. Le fait d'avoir regardé avec attention le confort qui prime à un instant T nous a permis, à l'occasion des entretiens que j'ai réalisés en été, donc j'ai réalisé à chaque fois 2 entretiens avec les mêmes interviewés, et donc avec une personne, un couple en plus. À un moment, je les interviewe et en gros, ils me disent, l'homme me dit sa souffrance la nuit, il fait trop chaud, et elle ne veut pas ouvrir, etc. Donc on discute de tout ça. Et la fois d'après, elle a fini par, entre guillemets, pas céder, mais elle a fini par, et elle l'explique dans l'entretien, hein, par dire que c'était tellement insupportable qu'elle a fini par ouvrir la nuit. Et donc, ça permet de comprendre que, assez logique, il y a un confort qui prime, qui peut durer, qui peut être celui qui prévaut, voilà, plusieurs nuits, la plupart du temps. Et à un moment donné, il y a un seuil thermique critique et le confort thermique est celui qui prime. Donc, ça nous a permis de repérer comme ça chez des ménages
des changements, des basculements, alors qu'à l'occasion du premier entretien, elle était extrêmement affirmative. Jamais je n'ouvrirai, c'est pas possible, etc. Et c'est un ménage qui venait d'intégrer sa maison, donc ils vivaient leur premier été. Ils étaient un peu dans l'expérimentation. Ils venaient de rénover la maison. Enfin, voilà. Donc c'est le lien entre confort qui prime et si on s'intéresse vraiment aux questions thermiques d'été, c'est intéressant de voir comment ça nous permet de décrypter, de repérer des seuils thermiques critiques. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Et j'ai encore une autre question. Dans votre étude, les mesures de température ont-elles été interprétées également avec les vitesses d'air et l'hygrométrie pour faire le lien avec les remontées d'inconfort par les habitants? Oh, ah oui. Alors ça, c'est plutôt la partie gérée par Muriel Dupré, hein, ingénieure, mais pour autant, on a travaillé ensemble, hein, donc je me suis acculturée aux outils et concepts des thermiciens. Et alors, on n'a pas fait de mesures sur la vitesse d'air, etc., mais par contre, on a corrélé la remontée des ressentis des ménages enquêtés avec, le polygone de confort de Givoni, qui met en lien les températures avec l'hygrométrie, l'humidité dans l'air. Donc, on a corrélé les remontées, confort, inconfort, etc., des habitants. Et ça nous a permis d'ailleurs de voir le décalage, ou en tout cas peut-être la nécessité de repenser ce référentiel, hein, ce diagramme de Givoni, qui n'est pas suffisamment adapté aux réalités peut-être locales, régionales. Donc ça, c'est une piste qu'on va explorer. Donc voilà, peut-être c'est le seul élément que je peux vous apporter relative à l'humidité dans l'air, à l'hygrométrie. Mais sur les questions de vitesse d'air, on n'a pas exploré et évidemment, ça le nécessiterait. Merci Khadija. Alors la suite des questions sont consacrées à la présentation de Christina Cosma, mais elle a dû partir, mais on va quand même y répondre. Il y a Sylvie Feuga, moi, Khadija Mamou. Alors la prochaine question, c'est: bonjour, le placo ou le fer-macelle ont-ils un effet limitant sur l'inertie du mur qui le recouvre? Et Sylvie Feuga a déjà commencé à y répondre dans le chat. Est-ce que... Je peux le dire, du coup, ce sera peut-être plus clair. Oui. En fait, le principe de base quand on veut utiliser l'inertie d'un mur intérieur, c'est que si on l'isole, bah, on va perdre en partie l'inertie du mur. C'est comme quand on isole par l'intérieur, par exemple, un bâtiment en pierre, bah, on va perdre une partie du bénéfice de l'inertie. Par contre, le placo ou le fer-macelle, qui ne sont pas des isolants, bah, si on les colle au mur, en fait, ils vont juste participer à l'inertie du mur. Et donc là, on n'a pas de problème par rapport à ça. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est si on laisse une lame d'air entre le placo ou le fer-macelle et le mur, ou si on isole. Et là, du coup, par contre, on perd le bénéfice. Enfin, en tout cas, la majorité du bénéfice de l'inertie du mur. Et je peux ajouter aussi que quand on parle d'inertie, on a l'inertie de transmission qui est sur l'ensemble de la masse du mur et l'inertie intérieure qui est vraiment sur la finition. Quand on parle de confort d'été, c'est surtout l'inertie intérieure qui va interagir donc avec l'air et le ressenti de l'habitant. Et donc, quand on met du placo, on est sur une masse volumique moins élevée que du fer-macelle. Et le fer-macelle a une masse volumique encore moins élevée qu'un enduit en terre, comme a pu le présenter Christina Cosma. Et cette inertie intérieure va avoir vraiment une fonction en fait de régulation de l'air intérieur. Et aussi, donc le terre-chanvre, ce qui a été vraiment mis en valeur, et l'enduit terre ou même les enduits chauds, ils ont la fonction des régulations de l'hygrométrie de l'air intérieur. Et c'est quelque chose qui agit fortement sur le confort d'été. Alors, la question suivante. Le terre-chanvre entre ossature est-il complété par une ITF? Je peux y répondre.
Il peut être complété par une ITE, mais c'est pas forcément toujours le cas, surtout dans le bâti ancien et quand on veut garder, en fait, les caractéristiques patrimoniales extérieures. Il y a des terres-chambres qui sont appliquées seulement sur, 6 centimètres, justement pour avoir cette, capacité de régulation de l'inertie intérieure, mais ils peuvent être aussi appliqués sur 22 centimètres, heu, ben, par exemple 22 centimètres, pour, leurs caractéristiques, du coup, d'isolation, qui sera toujours moindre qu'un isolant classique. On est quand même sur, une matière qui a une forte masse volumique, qui emprisonne peu l'air. Mais donc elle va quand même avoir cette fonction en fait d'isolant et surtout va permettre une continuité de l'étanchéité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter, quelque chose à cette question? Mmh. Et alors la question suivante, Est-ce que y aurait-il des références? Ah est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. c'est moi qui ai posé la question sur la terre-chambre. En fait, là, je pensais à l'exemple de bâtiment neuf qu'elle nous avait montré, sur lequel théoriquement on est censé respecter la RE 2020 puisque c'était un bâtiment récent, je crois, ou peu importe, la RT 2012 et donc même 20 centimètres de terre-chambre, malheureusement, ça ne correspond pas au WER réglementaire qui permettrait Mmh. d'avoir, une étude thermique, favorable et donc j'avais pas bien compris dans son exemple si effectivement sur ce bâtiment neuf, elle avait résolu le problème ou pas avec une isolation par l'extérieur complémentaire. Alors j'aurais malheureusement pas la réponse. On va retransmettre, les PowerPoint avec des photos, mais ça me semble clair qu'il faudrait rajouter à nouveau une isolation par l'extérieur ou alors il faudrait vraiment une épaisseur de terre-chanvre assez conséquente. En tout OK, cas, merci. je lui poserai la question et je le retransmettrai. Alors les questions suivantes: y aurait-il des références récentes avec des tours avant dans le Grand Est, avec de la végétalisation assumée en façade? Avec d'autres innovations spécifiques à la prévention de la chaleur, idéalement pour un établissement recevant du public en Grand Est. Oui, alors je citais dans le chat, moi, sur les tours avant, je pense à deux bâtiments, dont un est déjà livré, l'autre est encore en cours de chantier. C'est le siège de la communauté de communes de Moselle et Madon à Neuve-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, qui est équipé de plusieurs tours avant. Voilà, vous pouvez trouver la fiche d'opération sur le site d'Enviropat Grand Est. Et il y a un groupe scolaire qui est en chantier actuellement à Laxou, également dans le 54. Alors il y a peut-être d'autres projets récents et côté alsacien peut-être, mais ça me vient pas comme ça en tête. Sur les plantes utilisées en végétalisation de façade, oui, il y a pas mal de bâtiments qui utilisent les plantes pour le confort d'été. Par contre, à ma connaissance, on n'a pas de retour d'expérience instrumenté sur cette pratique, mais on sait que ça fait de l'ombre. Mais après, si c'est des retours d'expérience instrumentés que vous cherchez, je n'en connais pas en grand test sur le sujet-là. On nous pose aussi la question comment retrouver les fiches Rex sur le site Envirobat. Donc, je vous retransmettrai les diaporamas et sur la fin du diaporama de Sylvie Feugat, il y a donc pour aller plus loin, qui regroupe l'ensemble des documents sur le confort d'été. Mais vous pouvez aussi aller directement sur le site et il y a une barre de recherche. Vous tapez confort d'été, qu'importe d'autres demandes et vont référencer en fait tous les documents qui sont en lien avec le mot-clé que vous avez mis dans la barre de recherche. Question suivante. Quand on isole un mur brique ancien sans fondation, on peut appliquer le béton de chanvre sur le mur en brique. Et dans ce cas-là, faut-il mettre la coupure de capillarité sur le bas du mur de mur brique ancien? Alors, est-ce que la personne qui a posé cette question veut reformuler? Alors j'ai envie si je dois y répondre maintenant, j'ai envie de dire ça dépend et je peux pas y répondre spécifiquement là, heu, sans plus d'informations. Après, est-ce que quelqu'un a
à une autre réponse. Après, bon, si je veux élargir, un béton de chanvre sur un mur en fait où il y a des fortes remontées capillaires, il faut mettre une distance de 1 mètre, voire 2 mètres, donc mesurer en fait l'hygrométrie du mur avant de l'appliquer. Sinon, il y a un risque qu'il ne sèche pas, malheureusement. Et donc, dans ce cas-ci, on va plutôt conseiller en fait le chaud-chanvre, qui est une prise hydraulique. Enfin, si on fait un chaud-chanvre en prise hydraulique. Et donc voilà, c'est en fait à l'étude de l'artisan qui applique le chaud-chanvre ou le terre-chanvre de dire en fait qu'est-ce qui est pertinent de faire. Euh, Après, mettre une coupure de capillarité en bas du mur de briques ancien, voilà, il y a d'autres solutions. On va éviter en fait les injections qui sont voilà, souvent des fausses solutions. Et ben voilà, super. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je remercie les intervenantes. Bonne journée à vous.